Saviez-vous que l'Union européenne et la zone euro ont affiché l'an dernier la plus forte hausse de leur PIB depuis 10 ans ? Et la croissance s'annonce encore soutenue cette année et l'an prochain. Mais les prévisions concernant notre produit intérieur brut, ou PIB, doivent encore devenir réalité et la reprise devra être d'ampleur pour être ressentie par les citoyens de tous les États membres. Les économistes comparent le PIB au compteur de vitesse d'une voiture. Il vous indique à combien vous roulez, mais pas si vous allez avoir un problème de moteur, une panne ou un accident. Comme le disait Monsieur Spock, vous savez, le capitaine dans Star Trek, des faits insuffisamment fondés amènent toujours le danger. Nous avons donc rassemblé quelques indicateurs sur ce qui apparaît à l'horizon. Dans son télescope dédié aux prévisions, la Commission européenne distingue une poursuite de la croissance. Au niveau des consommateurs et des entreprises, le climat est plus positif dans un contexte d'expansion des économies à l'échelle mondiale. L'inflation globale qui inclut l'alimentation et l'énergie devrait augmenter, mais l'inflation sous-jacente qui les exclut devrait quant à elle rester faible. Mais la demande des consommateurs européens devrait encore stimuler la croissance en 2018. Ce qui laisse envisager une reprise durable pour l'ensemble des secteurs et des pays. L'accès à des financements peu coûteux devrait aider les entreprises et favoriser une hausse des investissements. Les entreprises pourraient donc mieux exporter malgré un euro fort. Au final, on peut s'attendre à plus de création d'emplois. Tous les pays de l'Union européenne devraient connaître la croissance cette année. Mais des risques demeurent, les tensions géopolitiques, le Brexit et les règles financières plus strictes qui seront en place d'ici l'an prochain. C'est l'une des visions de notre avenir. Je vais en recueillir une autre auprès d'André Gurría, le secrétaire général de l'OCDE au siège de l'organisation à Paris. Monsieur Gurría, nous vous avons demandé de nous apporter un objet, vous en avez amené 2, qui représentent selon vous le défi de la croissance européenne. De quoi s'agit-il ? C'est très facile de sous-estimer l'Europe, mais il faut voir ce qu'il y a derrière les échafaudages. Imaginez, vous avez économisé pendant 3 ans pour pouvoir aller visiter l'Europe, et une fois sur place, vous allez voir Notre-Dame ou le Duomo à Milan, ou la cathédrale de Cologne, et les sites sont recouverts d'échafaudages. Et quand vous revenez 3 ans plus tard, les chantiers sont terminés. C'est comme cela qu'il faut voir l'Europe. Elle est sans cesse en train de se réinventer, de se redessiner, de se renforcer, mais elle est tout le temps en chantier, avec le casque et la truelle. Eh bien, la transition est toute trouvée, car notre reporter Giovanni Maggi s'est rendu en Irlande pour voir comment le secteur de la construction, justement, participe à la reprise économique du pays. La célèbre chance des Irlandais serait-elle de retour, ou s'agit-il, comme l'affirment certains, de la renaissance du phénix celte ? À Dublin, on ne peut pas les rater, les grues sont partout. Après s'être quasiment mis à l'arrêt suite à la crise financière en 2008, le secteur du BTP s'était considérablement ralenti avant de redécoller lentement mais sûrement à partir de 2013. Au moment du pic du secteur de la construction, on représentait environ 25% du PIB. Au plus fort de la crise, ce n'était plus que 3%. Actuellement, on est plutôt sur 6 à 7%. Mais les économistes estiment qu'à terme, on devrait plutôt se situer entre 12 et 15%. Donc apparemment, il y a encore un écart avec ce niveau de production pérenne pour le secteur de la construction. D'autres indicateurs sont au beau fixe. Les exportations ont battu tous les records l'an dernier. La consommation des ménages est en hausse. Le taux de chômage est proche de son niveau d'avant la crise et les salaires augmentent. Mais est-ce de bon augure pour la croissance ? Qu'en pense le représentant du secteur du BTP ? Cela montre la nécessité d'aboutir à un équilibre entre les initiatives du privé et les projets du gouvernement comme les infrastructures qui sont absolument nécessaires pour que tout le reste puisse se faire. Maintenir cette croissance sur le long terme dépend aussi des fondamentaux de l'économie et en Irlande, ils ont certaines particularités. Les chiffres de la croissance en Irlande sont faussés par la présence sur place de grandes multinationales, venues principalement pour des raisons fiscales. Mais même en enlevant le montant des activités de ces multinationales en dehors du pays, la croissance nationale reste 2 fois supérieure à la moyenne européenne. Mais de grands défis doivent encore être relevés, de la nouvelle discipline budgétaire au Brexit.
La grande inconnue, c'est de savoir quel Brexit nous aurons. C'est la principale source d'incertitude du point de vue irlandais. Plus le Brexit sera dur, plus les conséquences économiques seront graves. Mais même en tenant compte des impacts du Brexit sur le moyen et le long terme, l'économie irlandaise devrait vraisemblablement continuer de croître. Il faudra aussi que les piliers de l'économie irlandaise soient assez solides pour résister aux grands risques mondiaux. Quand on regarde la situation à moyen terme, il n'y a aucune perspective de hausse de salaire. L'inflation est modérée. Est-ce un problème ? La question des salaires a été un problème au Japon, aux États-Unis, au Mexique ou en Europe. Pourquoi ? Parce qu'on a eu tout d'abord ces évolutions technologiques qui réduisent toujours la création d'emplois. On essaie principalement de créer un environnement qui soit intéressant pour les entreprises et où des travailleurs avec les qualifications adéquates pourront répondre à ces besoins. On estime que sur les 10 à 15 prochaines années, de 10 à 14% de la main-d'œuvre risque de devoir changer d'activité. Et que pour une autre proportion de la main-d'œuvre, environ 30%, les tâches quotidiennes pourraient être bouleversées. Quand on voit les guerres commerciales qui sont en train d'émerger à travers le monde, les voyez-vous comme un risque ? Et dans quelle mesure l'Europe doit-elle générer de la demande intérieure ? Les guerres sont toujours négatives. Il faut toujours engager le dialogue pour régler un problème en profondeur. Pourquoi ? Parce que sinon vous allez simplement vous attaquer à ses effets. Constamment, chaque année, tous les 2 ans, vous allez avoir une recrudescence de ces effets si vous ne réglez pas le vrai problème. L'Europe ne s'est pas engagée dans une guerre commerciale à ce stade. Et espérons-le, elle ne le fera pas. Mais la question est, comment elle se projette dans l'avenir ? Comment l'Europe peut-elle le faire quand l'un de ses membres essentiels la quitte ? Quels sont les risques majeurs selon vous ? Le Brexit, les relations avec les États-Unis, autre chose ou tous ces points réunis ? Les relations avec les États-Unis sont cruciales parce qu'ils représentent un client très important. Le Brexit est déstabilisant. Le Royaume-Uni sera toujours un partenaire commercial très important pour l'Europe et une économie très importante pour l'ensemble de l'Europe. On a perdu une décennie à se battre pour sortir de la crise et on est toujours confronté à ses conséquences. Les inégalités augmentent et le niveau de confiance des populations à l'égard de leur gouvernement et de leurs institutions est en net recul. Monsieur Gurria, merci beaucoup pour votre éclairage. Et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans une prochaine édition. À bientôt.